Après le divorce, ma femme riche m'a mis à la porte sans un sou. Je suis allé utiliser l'ancienne carte que ma mère m'avait laissée, mais le directeur de la banque a blêmi et a crié « Monsieur, vite ! Regardez ça !» J'ai été sous le choc quand j'ai découvert que, après avoir été mis à la porte sans un centime, je pensais que le pire était déjà arrivé. Je me trompais. Le pire ou peut-être le meilleur est arrivé quand j'ai posé cette vieille carte sur le comptoir de la banque. En quelques secondes, tout a changé, l'accueil, les regards, le silence. Le directeur ne m'a rien expliqué. Il m'a simplement dit que je devais regarder l'écran attentivement. Et c'est là que j'ai compris que quelqu'un m'avait caché quelque chose toute ma vie. Les papiers du divorce ont atterri sur la table de ma cuisine comme une bombe, à 7h30 un mardi matin. Ma femme, Victoria, n'a même pas eu la décence de me remettre les documents en personne. Elle a envoyé son avocat, un requin nommé Bradley Keir, le faire à sa place, pendant qu'elle observait depuis la porte de ce qui avait été notre chambre, les bras croisés, le visage aussi vide qu'un mur. « Signe, Owen », dit-elle d'une voix froide et définitive. « Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne doivent l'être. » J'ai regardé les documents. 15 ans de mariage, réduit à du jargon juridique et à des lignes pointillées. Je m'appelle Owen Caldwell. J'ai 43 ans. Et jusqu'à ce moment-là, je pensais avoir une vie correcte. Je travaillais comme chef de projet dans une entreprise de construction, avec un salaire solide. Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour vivre confortablement dans notre maison de 3 chambres près de Riverside Park. Du moins, c'est ce que je croyais. Victoria, on ne peut pas au moins en parler ? Ai-je demandé, d'une voix plus ferme que ce que je ressentais réellement. Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour. En parler ? Owen, on a fini d'en parler depuis des mois. Tu étais simplement trop aveugle pour t'en rendre compte. Bradley Keir s'est raclé la gorge en ajustant ses lunettes hors de prix. Monsieur Caldwell, ma cliente a été plus que généreuse dans les termes de l'accord. Vous remarquerez qu'elle vous autorise à conserver vos effets personnels ainsi que votre véhicule. Autorise ? Comme si j'avais besoin de permission pour garder mon propre pick-up. Et la maison ? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. La maison a été acquise principalement grâce aux fonds familiaux de Madame Caldwell, répondit Bradley d'un ton posé. Elle reste donc sa propriété. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux. J'ai regardé Victoria. 15 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement d'entreprise, à l'époque où elle travaillait dans la société immobilière de son père. Elle était belle, sûre d'elle, toujours consciente de ce qu'elle voulait. Je suis tombé amoureux rapidement et intensément, et lorsqu'elle a accepté ma demande en mariage, j'ai cru avoir gagné à la loterie. Son père, Richard Ashford, ne m'a jamais apprécié. Dès le premier jour, il a fait comprendre que sa fille épousait quelqu'un en dessous de son rang. Mais Victoria insistait, elle m'aimait, l'argent n'avait aucune importance, nous construirions notre vie ensemble. Au final, chaque mot était un mensonge. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Ai-je demandé à voix basse. L'expression de Victoria n'a pas changé. Ça ne te regarde plus, Owen. Signe les papiers. J'ai pris le stylo que Bradley avait soigneusement posé à côté des documents. Ma main ne tremblait pas. Je n'ai ni pleuré ni supplié. J'ai simplement signé mon nom sur chaque onglet jaune, regardant 15 années disparaître à chaque trait d'encre. Et excellent, dit Bradley en rassemblant les documents comme s'il venait de conclure une grosse affaire. Vous avez jusqu'à vendredi, 17h, pour récupérer vos affaires. Victoria s'est retournée et est retournée dans la chambre, refermant la porte avec un léger clic qui a résonné plus fort qu'un coup de feu. Je suis resté assis là longtemps après leur départ, à fixer ma tasse de café. Dessus, il était écrit « Le meilleur mari du monde ». Victoria me l'avait offerte en plaisantant pour notre 5e anniversaire de mariage. Je me suis demandé si, déjà à cette époque, elle ne préparait pas tout ça. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire en racontant une fois où vous avez découvert quelque chose d'inattendu, et mettez un like pour aider cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre cette histoire. Maintenant, continuons. Les 3 jours suivants sont passés dans un flou de cartons à remplir et de souvenirs évités. J'ai chargé mon pick-up avec des vêtements, quelques meubles que Victoria ne voulait plus, mes outils et une boîte de photos que je n'arrivais toujours pas à jeter. Mon frère Tyler m'a aidé à tout transporter dans un garde-meuble de l'autre côté de la ville.
Tu peux rester chez moi et Jessica pendant un moment, a proposé Tyler pendant que nous portions la dernière boîte. Il avait 2 ans de moins que moi, possédait sa propre entreprise de climatisation et avait toujours été le plus pragmatique de la famille. Merci, mais je crois que j'ai besoin de mon propre espace, ai-je répondu. Il y a un ensemble d'appartements meublés près du district industriel. Contrat au mois. Rien de luxueux, mais ça fera l'affaire. Tyler m'a regardé avec inquiétude. Owen, ça va? Tu as l'air trop calme par rapport à tout ça. J'ai fermé la porte du box et verrouillé le cadenas. À quoi bon s'effondrer, Tyler? Elle a fait son choix. Maintenant, je dois juste découvrir ce qui vient après. L'appartement était exactement comme je l'imaginais. Un petit studio, avec une kitchenette, une salle de bain où l'on pouvait s'asseoir sur les toilettes et se laver les mains dans le lavabo en même temps, et un lit escamotable qui grinçait au moindre mouvement. Le précédent locataire avait laissé une cafetière cassée et une odeur persistante de cigarette. Mais c'était chez moi. Personne ne pouvait m'enlever ça. J'ai passé la première semaine dans une sorte d'engourdissement, allant au travail en pilote automatique, rentrant dans le studio vide, mangeant des plats à emporter du restaurant chinois du rez-de-chaussée. Mes collègues avaient appris le divorce par les rumeurs du bureau et me traitaient avec cette compassion maladroite qu'ont les gens quand ils ne savent pas quoi dire. Le vendredi après-midi, mon patron, Greg Hoffman, m'a appelé dans son bureau. « Owen, je suis inquiet pour toi, dit-il en me faisant signe de m'asseoir. Ton travail reste aussi solide que toujours, mais tu as l'air ailleurs. Est-ce que tu prends soin de toi? Ça va, Greg. Je m'adapte juste à quelques changements. Il hocha lentement la tête. Écoute, j'ai déjà divorcé 2 fois. Je sais ce que tu traverses. Si tu as besoin de prendre un peu de recul, dis-le-moi. Je préfère rester occupé, répondis-je. Honnêtement. Le travail m'aide à garder l'esprit occupé. Et c'était vrai. Sur le chantier, je pouvais me concentrer sur des plannings, des matériaux, des équipes, des problèmes avec de vraies solutions, pas comme ma vie personnelle, qui ressemblait à une maison à reconstruire après qu'une tornade l'ait réduite à ses fondations. 2 semaines après la finalisation du divorce, Tyler m'appela tard, un dimanche soir. Owen, tu dois venir chez papa demain, dit-il d'une voix tendue. L'avocat de la succession de maman m'a enfin contacté. Il semble qu'il y ait certaines choses à régler. Notre mère, Patricia Caldwell, était décédée 3 ans plus tôt des suites d'un cancer. La voir dépérir pendant 6 mois avait été brutale, mais elle avait affronté la maladie avec la même force silencieuse qu'elle avait montrée toute sa vie. Notre père était mort lorsque Tyler et moi étions encore adolescents, et maman nous avait élevés seuls, travaillant 2 emplois pour que nous mangions à notre faim et allions dans de bonnes écoles. Quel genre de choses? Demandai-je. Il ne voulut pas expliquer au téléphone. Il dit seulement que c'était important et que nous devions être présents tous les deux. L'avocat, un homme nommé Howard Preston, nous retrouva l'après-midi suivant dans l'ancienne maison de maman. Tyler avait hérité de la maison d'un petit pavillon de plain-pied avec 2 chambres, situé dans un vieux quartier et il l'a rénové petit à petit, avec l'intention de la vendre plus tard. Howard Preston avait un peu plus de 60 ans. Il portait un costume qui avait connu de meilleurs jours et tenait une sacoche en cuir usé qui semblait plus vieille que moi. « Messieurs, merci de m'avoir rejoint, dit-il en nous serrant la main. Je vous prie de m'excuser pour le délai. La succession de votre mère était simple, mais il y avait un élément nécessitant un traitement particulier. » Il ouvrit sa sacoche et en sortit une enveloppe épaisse, brun clair, scellée avec de la cire rouge. Votre mère a laissé des instructions très précises, cette enveloppe ne devait être ouverte que 3 ans après son décès, et uniquement en présence de ses 2 fils. Elle a été très claire sur ce point. Tyler et moi avons échangé un regard. Maman avait toujours été précise, méthodique, parfois à l'excès. Mais 3 ans, qu'est-ce qui pouvait justifier une attente pareille? Howard me tendit l'enveloppe. Le contenu vous appartient à tous les deux, mais votre mère a indiqué qu'Owen devait être celui qui l'ouvrirait. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je brisais le seau de cire. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite à la main, avec l'écriture soignée de maman, et en dessous, une carte bancaire noire portant mon nom gravé en lettres argentées. Ce n'était pas une carte de crédit, mais une carte de débit du First National Trust, l'un de ces établissements à l'ancienne fréquentés par les familles fortunées. Je dépliai la lettre et commençai à la lire à voix haute. Mes chers Owen et Tyler. Si vous lisez ceci, 3 ans se sont écoulés depuis mon départ, et j'espère que vous prenez soin l'un de l'autre.
Je vous ai caché un secret toute ma vie, non par honte, mais parce que je voulais que vous grandissiez normalement, sans les complications que l'argent entraîne. Votre père n'était pas simplement un mécanicien mort dans un accident quand vous étiez enfant. Il était James Thornton Caldwell III, héritier de la fortune de l'industrie Caldwell. Lorsque nous sommes tombés amoureux, il a renoncé à l'argent de sa famille pour construire une vie avec moi, selon nos propres règles. Sa famille ne lui a jamais pardonné et, après sa mort, elle a tenté d'obtenir votre garde. Je me suis battu contre eux devant les tribunaux et j'ai réussi à vous garder, mais le prix à payer fut de refuser toute aide financière. Cependant, votre père avait créé un fonds avant de mourir, un fonds auquel sa famille ne pouvait pas toucher. Il avait stipulé qu'il ne pourrait être utilisé que lorsque vous seriez tous les deux adultes et établis dans vos vies, avec un délai supplémentaire de 3 ans après ma mort, afin de s'assurer que vous apprendriez d'abord à vous débrouiller seul. Owen, la carte bancaire incluse est liée à ce fonds. Je t'ai désigné comme administrateur principal parce que tu es l'aîné, mais Tyler y a un accès égal. Les ressources sont considérables. Utilisez-les avec sagesse. Construisez quelque chose de significatif. Et souvenez-vous que votre père vous aimait plus que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait l'exprimer. Avec tout mon amour. Maman. La lettre glissa de mes mains. Tyler la ramassa et la relut en silence, tandis que je fixais la carte bancaire comme si elle pouvait me mordre. C'est complètement fou, murmura Tyler. Papa était riche. Maman ne nous a jamais rien dit. Pas une seule fois. Elle voulait qu'on se construise seul, répondis-je d'une voix vide. Comme papa l'a fait. Howard Preston se racla la gorge. Messieurs, je dois préciser que je ne connais pas moi-même le montant du fonds. Votre mère a été très discrète à ce sujet. Elle m'a simplement chargé de m'assurer que vous receviez la carte au moment approprié. Je vous recommande de vous rendre au First National Trust, en centre-ville, pour obtenir tous les détails. Tyler me regarda. On y va maintenant? Oui, dis-je en glissant la carte dans ma poche. Oui, je crois que oui. Le First National Trust occupait un bâtiment élégant dans le quartier historique du centre-ville, le genre d'endroit avec des sols en marbre et des finitions en laiton, respirant la richesse ancienne et des traditions encore plus anciennes. Nous sommes entrés en nous sentant totalement déplacés dans nos vêtements de travail, moi avec mon pantalon kaki de chantier, Tyler avec le polo de son entreprise de climatisation. Une réceptionniste nous accueillit avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, messieurs ?» Je sortis la carte bancaire. « J'aimerais vérifier le solde de ce compte. » Son expression changea dès qu'elle vit la carte. Quelque chose entre la surprise et l'inquiétude. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle prit le téléphone et parla à voix basse, trop basse pour que nous puissions entendre. En moins de 30 secondes, un homme en costume coûteux sortit précipitamment des bureaux à l'arrière. Il devait avoir une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, avec cette posture caractéristique de quelqu'un qui a passé sa vie à gérer l'argent des autres. « Monsieur Caldwell ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur moi. « C'est moi. Je suis Charles Whitmore, directeur senior des comptes. Pourriez-vous, vous et votre accompagnant, me suivre jusqu'à une salle privée, s'il vous plaît? Nous devons vérifier votre identité avant de poursuivre. » Tyler et moi l'avons suivi à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à un bureau d'angle donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Monsieur Whitmore nous invita à nous asseoir et referma la porte avec précaution. « Monsieur Caldwell, j'ai besoin de 2 pièces d'identité, s'il vous plaît. » Je lui tendis mon permis de conduire ainsi qu'un ancien badge de l'entreprise de construction où je travaillais. Il examina les documents attentivement, puis tapa quelque chose sur son ordinateur. Son visage pâlit. « Monsieur, je dois être absolument certain avant de continuer. Êtes-vous Owen James Caldwell, fils de Patricia Ann Caldwell, décédé il y a 3 ans? » Oui. Les mains de Monsieur Whitmore tremblaient légèrement lorsqu'il tourna l'écran de l'ordinateur vers moi. « Monsieur Caldwell, j'ai besoin que vous regardiez ceci très attentivement. » L'écran affichait un résumé du compte, mon nom en haut, et juste en dessous, un solde qui me brouilla la vue. 847 millions $. 847 millions de dollars. Tyler se pencha en avant, vit le chiffre et laissa échapper un son comme s'il venait de recevoir un coup dans l'estomac. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel. La voix de Monsieur Whitmore était tendue, chargée d'une excitation à peine contenue. C'est parfaitement réel, monsieur. Ce fonds a été créé il y a 36 ans par James Thornton Caldwell III,
avec un dépôt initial de 20 millions de dollars. Conformément à ces instructions, l'argent a été investi de manière conservatrice mais constante, dans des actions de grandes entreprises, de l'immobilier et des obligations du Trésor. Le fonds a connu une croissance substantielle au fil des décennies. Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais même pas à assimiler ce que je voyais. De plus, poursuivit M. Whitmore, son professionnalisme commençant à se fissurer, votre mère a effectué des contributions régulières au fonds grâce à un petit héritage reçu de sa propre famille d'environ 10 000 $ par an. Elle voulait s'assurer qu'il continue de croître pour ses fils. Maman avait de l'argent, demanda Tyler, la voix à peine audible. Elle a travaillé 2 emplois toute sa vie. Votre mère, répondit M. Whitmore avec douceur, a choisi de vivre simplement pour que vous appreniez la valeur du travail acharné. Mais elle n'a jamais oublié ce fonds. Elle venait dans cette banque une fois par an, chaque année, pour suivre son évolution et s'assurer que tout était correctement géré pour votre avenir. Je finis par retrouver ma voie. Donc cet argent est vraiment à moi, à nous? Principalement à vous, en tant qu'administrateur désigné. Votre frère Tyler y a également accès, comme indiqué dans la lettre de votre mère. Les fonds sont disponibles immédiatement, bien que je vous recommande vivement de rencontrer notre équipe de gestion de patrimoine avant d'effectuer des retraits importants. Tyler se mit à rire, un rire presque hystérique. Owen, tu te rends compte de ce que ça signifie? Tu viens de signer les papiers du divorce en laissant tout à Victoria, et maintenant tu découvres que tu es assis sur presque $1 milliard. L'ironie me frappa comme un train lancé à pleine vitesse. Victoria m'avait mis à la porte sans rien d'autre que mon pick-up et mes vêtements, persuadée qu'elle avait pris tout ce que je possédais. Son père avait probablement célébré le départ du gendre, inutile, qui ne réussirait jamais. S'il savait seulement. Monsieur Whitmore m'observait attentivement. Monsieur Caldwell, je comprends que cela soit accablant. Prenez le temps nécessaire pour assimiler cette information, mais je dois vous informer que dès que vous commencerez à utiliser cette carte, certaines notifications seront automatiquement déclenchées. L'activité du compte sera surveillée pour des raisons de sécurité, et les transactions importantes nécessiteront des vérifications supplémentaires. Et qu'est-ce qui est considéré comme important? Demandai-je. Toute transaction supérieure à 100 000 $. Je me levai lentement, sentant mes jambes presque céder. Monsieur Whitmore, j'ai besoin de réfléchir. Existe-t-il un moyen de vérifier que ce compte est réel sans alerter qui que ce soit d'autre? Il hocha la tête. Bien sûr. La carte que vous possédez est entièrement active. Vous pouvez l'utiliser immédiatement pour des transactions normales. De petits achats, si vous souhaitez simplement confirmer qu'elle fonctionne. Tyler et moi quittâmes la banque dans un silence total. Nous marchâmes jusqu'à un café situé à 2 pâtés de maison et nous installâmes dans une banquette au fond, fixant le vide. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda finalement Tyler. « Je n'en ai aucune idée, avouai-je. Une partie de moi veut retourner dans la vie de Victoria et lui mettre ça sous le nez. Lui montrer exactement ce qu'elle a perdu. »« C'est la colère qui parle, » dit Tyler, même s'il souriait. « Mais franchement, je paierais pour voir sa tête. L'autre partie de moi veut faire comme si je n'avais jamais découvert tout ça. Continuer à vivre ma vie comme si rien n'avait changé. » Tyler secoua la tête. « Owen, maman n'a pas protégé cet argent pendant 36 ans pour que tu l'ignores. Elle voulait que tu t'en serves. Que tu construises quelque chose de significatif. C'est ce qu'elle a écrit. Il avait raison. Mais que construit-on lorsqu'on se retrouve soudain avec plus d'argent qu'on ne pourrait en dépenser en 10 vies? La réponse arriva 3 jours plus tard, alors que je conduisais près de l'un de mes chantiers. Nous rénovions un ancien entrepôt pour le transformer en un complexe résidentiel et commercial à usage mixte. Un projet capable de revitaliser un quartier en difficulté, mais nous avions rencontré des problèmes de financement, et le promoteur parlait de réduire le nombre de logements abordables pour diminuer les coûts. Je me garai sur le bas-côté et appelai M. Whitmore. « Je veux acheter le projet, dis-je. L'ensemble du développement. Que dois-je faire ?» 2 semaines plus tard, j'étais l'unique propriétaire d'un projet immobilier évalué à 20 millions de $. Je gardais mon identité d'investisseur caché derrière une société écran et continuais à travailler normalement à mon poste de chef de projet. Personne ne savait que l'homme au casque, aux bottes couvertes de poussière et aux vêtements de chantier était en réalité le propriétaire de toute l'opération. Je restructurais le projet afin d'inclure davantage de logements abordables, de meilleurs espaces verts,
un centre communautaire, des choses qui aideraient réellement le quartier au lieu de simplement maximiser les profits. L'équipe de construction pensait que le nouvel investisseur était fou de dépenser de l'argent dans des « extras » sans retour immédiat. Mais cela me semblait juste. J'avais l'impression de construire quelque chose qui avait du sens. Tyler utilisa sa part du fonds pour développer son entreprise de climatisation, en achetant de nouveaux équipements et en embauchant davantage de techniciens. Nous avons convenu de garder l'argent secret pour tout le monde, à l'exception de nos épouses. Enfin, de l'épouse de Tyler. Moi, je n'avais plus de femme. Je pensais bien gérer la situation, jusqu'au jour où je croisai Victoria lors d'un gala de charité, 3 mois après le divorce. J'avais été invité parce que ma société Écran avait fait un don important à l'hôpital pour enfants, et apparemment, cela incluait une invitation au bal annuel de levée de fonds. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus que mon ancien salaire mensuel, accrochée au bras d'un homme que je ne connaissais pas. Grand, athlétique, avec ce bronzage artificiel typique de ceux qui passent trop de temps dans des stations balnéaires de luxe. Victoria me vit, et ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Je portais un smoking acheté pour l'occasion et je devais certainement avoir l'air très différent de l'ex-mari ruiné qu'elle se rappelait. « Owen » dit-elle d'une voix hésitante. « Que fais-tu ici ?»« La même chose que tout le monde » répondis-je calmement. « Je soutiens une bonne cause. » Son accompagnateur me tendit la main. Simon Groove. Et vous êtes Owen Caldwell, l'ex-mari de Victoria. Sa poignée de main fut écrasante, sans doute une tentative d'affirmation de dominance. Je ne réagis pas. Owen travaille dans le bâtiment, dit Victoria rapidement, comme si elle devait justifier ma présence. Je suis surprise que tu puisses te permettre les billets pour un événement comme celui-ci. Je me débrouille, répondis-je simplement. La vérité, c'est que mon billet individuel avait coûté 50 000 $. Je remarquais à peine la dépense sur le relevé de compte. Bref, c'était « bien de te voir, Owen », dit Victoria en se détournant déjà. Simon et moi devons aller saluer des gens. Je les regardais s'éloigner. La main de Victoria, possessive, accrochée au bras de Simon. Elle pensait avoir, monté en gamme, quitté l'ouvrier du bâtiment en difficulté pour quelqu'un de son milieu social. Qu'elle le pense. Que son père aussi pense avoir définitivement éliminé l'embarras de la vie de sa fille. 6 mois après le divorce, mon projet immobilier fit la une du journal économique local comme un exemple de rénovation urbaine responsable. L'article saluait l'investisseur anonyme qui avait privilégié l'intérêt de la communauté plutôt que le profit maximal. Mon équipe était fière du travail accompli, et je négociais des primes pour tous lorsque nous livrâmes le projet en dessous du budget et en avance sur le calendrier. Je prenais un café avec Tyler un samedi matin lorsque mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur Caldwell, dit une voix féminine, ici Jennifer Ashford, assistante personnelle de Richard Ashford. Monsieur Ashford souhaiterait vous rencontrer dans les plus brefs délais. Richard Ashford. Le père de Victoria. L'homme qui, dès notre première rencontre, avait clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour sa fille. À quel sujet ? Demandai-je. Elle ne donna aucun détail, se contentant de dire que c'était urgent. Demain, à 14 h, cela vous conviendrait-il ? Dans son bureau, en centre-ville ? La curiosité l'emporta. J'y serai. Tyler haussa un sourcil lorsque je raccrochai. Le père de Victoria veut te voir. Tu penses qu'il est au courant pour l'argent ? Pas une chance. Nous avons été bien trop prudents. Mais le doute s'installa. Avais-je fait une erreur à un moment donné ? Utiliser la carte d'une manière qui aurait pu être remontée jusqu'à moi. Le bureau de Richard Ashford était exactement comme je l'imaginais. Dernier étage du gratte-ciel le plus récent de la ville. Vue panoramique. Du mobilier coûtant plus cher que la voiture de la plupart des gens. L'assistante me conduisit jusqu'à son bureau privé, où Richard était assis derrière un bureau aussi grand que mon lit escamotable. Owen, dit-il sans se lever ni me proposer une poignée de main. Merci de me recevoir, monsieur Ashford. Je m'assis sur la chaise en face de lui sans y être invité. Il m'observa longuement. Je vais aller droit au but. Victoria souhaite se réconcilier. De tout ce que je m'attendais à entendre, cela n'en faisait pas partie. Comment ça ? Ma fille s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur en divorçant de vous. Elle a mis fin à sa relation avec Simon Groove et aimerait envisager la possibilité que vous vous remettiez ensemble.
J'ai failli rire. Et vous êtes ici pour faciliter ça? Je suis ici parce que Victoria m'a demandé de vous contacter. Elle avait peur que vous ne preniez pas son appel. Elle avait raison. Richard se cala au fond de son fauteuil. Owen, je vais être franc avec vous. Quand Victoria vous a présenté à la famille pour la première fois, je ne pensais pas que vous étiez un bon parti. Vous ne veniez pas d'un milieu fortuné, vous n'aviez pas de relations, et vous sembliez satisfait de la médiocrité. Merci pour votre honnêteté, répondis-je sèchement. Mais, poursuivit-il, je me suis renseigné sur vous récemment. Et j'ai découvert que vous vous êtes bâti une solide réputation dans le secteur de la construction. Ce projet immobilier dont tout le monde parle, on dit que vous êtes l'investisseur anonyme derrière tout ça. Il avait donc découvert la vérité ou du moins une partie. C'est une sacrée rumeur, dis-je d'un ton neutre. Bien plus qu'une rumeur. J'ai des amis dans le milieu bancaire, Owen. Des amis qui remarquent quand de grosses sommes d'argent commencent à circuler par des canaux inhabituels. Ils ont mentionné un compte au First National Trust. De l'argent de vieille famille, récemment activé. Mon cœur s'emballa, mais je gardais un visage impassible. Richard sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Votre mère a fait un travail remarquable pour cacher la véritable identité de votre père. J'ai dû creuser très profondément pour découvrir que James Thornton Caldwell III était marié à Patricia Ann Caldwell avant sa mort. Encore plus profondément pour apprendre qu'il avait renoncé à la fortune familiale afin d'épouser une femme que sa famille n'approuvait pas. Et Y a-t-il un but à tout ça? Demandai-je. Le but, c'est que Victoria a divorcé de vous en pensant que vous n'étiez personne. Et maintenant, je lui dis qu'elle a divorcé d'un homme assis sur la fortune de l'industrie Caldwell. Il se pencha en avant. Ce fonds vaut quoi, 400 millions aujourd'hui? Je ne le corrigeai pas. Qu'il sous-estime de moitié. Victoria a fait son choix, dis-je. Elle est partie parce que je n'étais pas assez riche pour elle. Maintenant, elle veut revenir parce qu'elle a découvert que je le suis. Ce n'est pas de l'amour, monsieur Ashford. C'est une transaction commerciale. Tout est une transaction commerciale, Owen. Vous auriez dû l'apprendre depuis longtemps. C'est peut-être là votre problème, répondis-je en me levant. Tout ne devrait pas l'être. Réfléchissez-y, lança Richard pendant que je m'éloignais. Victoria pourrait être un atout pour vous. Ses relations, son statut social, cela pourrait vous aider à construire quelque chose de bien plus grand qu'un simple projet immobilier. Je m'arrêtai sur le pas de la porte. Je n'ai pas besoin de ces relations. Et je n'ai certainement pas besoin d'elles de retour dans ma vie. Quitter le bureau de Richard Ashford fut comme refermer un chapitre. Victoria avait fait son choix en fonction de ce qu'elle pensait que je valais financièrement. Elle m'avait regardé et n'avait vu qu'une limite, un plafond à ce que sa vie pourrait être. Elle n'avait jamais vu qui j'étais vraiment. Un homme qui travaillait dur, tenait ses promesses et aurait construit une vie avec elle, avec ou sans argent. Et maintenant qu'elle savait que j'avais de l'argent, elle voulait une seconde chance. Non. Cet après-midi-là, je me rendis sur la tombe de ma mère. La pierre était simple, avec seulement son nom et les dates, exactement comme elle l'avait voulu. Je m'assis dans l'herbe à côté et lui racontai tout, le divorce, le fond, Victoria qui voulait revenir. Tu savais exactement ce que tu faisais, n'est-ce pas, maman? Dis-je au silence. Tu nous as fait attendre 3 ans. Tu t'es assuré que nous apprenions d'abord à tenir debout par nous-mêmes. Si elle nous avait donné l'argent immédiatement, je l'aurais probablement gaspillé à essayer d'impressionner Victoria, à prouver que je méritais l'approbation de sa famille. Je serais devenu exactement ce que Richard Ashford attendait, un homme riche de plus, persuadé que l'argent règle tout. Au lieu de cela, j'ai appris qui j'étais sans argent. Et j'ai découvert que cette personne me plaisait réellement. Mon téléphone vibra. Un message de Victoria. Mon père m'a dit qu'il t'avait parlé. Est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît? Je répondis. Non. Avance. Moi, je l'ai déjà fait. Elle appela 3 fois. Je ne répondis pas. Une semaine plus tard, Tyler et moi étions dans le bureau de Monsieur Whitmore, au First National Trust, à examiner des stratégies d'investissement et à discuter de fondations caritatives. Nous décidâmes de créer la fondation Patricia Caldwell, dédiée à aider les mères célibataires à accéder à une formation professionnelle et à l'éducation. Cela semblait juste. Une manière d'honorer la femme qui nous avait élevés tout en protégeant un secret qui aurait pu tout changer.
Votre mère serait fière, dit M. Whitmore en examinant les documents de la fondation. C'est exactement le genre d'œuvre significative qu'elle espérait que vous réaliseriez. En sortant de la banque, Tyler se tourna vers moi. Tu vas bien avec tout ça? Victoria, l'argent, tout le reste? Oui, répondis-je en réalisant que c'était vrai. Vraiment. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. La grande maison ne te manque pas? La vie que tu avais avec Victoria? Je pensais à mon petit studio, au lit escamotable qui grinçait, à la cafetière cassée. Je pensais à mon équipe de construction et à la fierté que nous ressentions en bâtissant quelque chose qui aidait les gens, plutôt que de simplement générer du profit. Cette vie n'a jamais vraiment été la mienne, répondis-je. Elle a toujours été la sienne. Moi, je vivais simplement à l'intérieur. Et maintenant, je construis ma propre vie, selon mes propres règles. 6 mois plus tard, le projet immobilier fut achevé. Nous organisâmes une célébration communautaire et j'observais des familles emménager dans leurs nouveaux logements abordables, des enfants courir dans les espaces verts que nous avions créés, le centre communautaire se remplir de vie. Victoria passa en voiture pendant la célébration. Je la vis ralentir, observer depuis l'intérieur du véhicule. Nos regards se croisèrent brièvement et je vis de la reconnaissance sur son visage. Pas de moi mais de ce que ce projet représentait. Le type de vie que je construisais sans elle. Elle repartit sans s'arrêter. La carte bancaire que ma mère m'avait laissée ne m'a pas seulement donné de l'argent. Elle m'a donné la liberté. La liberté de construire quelque chose de significatif. La liberté de choisir ce qui compte vraiment. La liberté de devenir l'homme que mon père avait été lorsqu'il avait renoncé à la fortune familiale pour bâtir une vie selon ses propres termes. Maman savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'a toujours su. Commentaire Monsieur Reddit. C'est toujours fascinant de voir comment certains retombent amoureux exactement au moment où ils découvrent un compte bancaire bien garni. L'amour inconditionnel, apparemment, a parfois besoin d'un relevé bancaire pour se réveiller. Personnellement, je trouve que quand l'argent révèle les vraies intentions, la meilleure réponse reste de ne pas répondre.